bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, comme chaque jour de 17h30 à 19h, comme je vous l'annonçais il y a quelques instants. Celle qui va animer cette émission Santé et Spiritualité, c'est Sandrine Félix. Sandrine Félix, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez animer cette émission Santé et Spiritualité, mais pas qu'elle. Vous allez aussi animer un atelier conférence dans les locaux de la radio. Ouverture des portes à 19h45, mais Laurent dit tout cela beaucoup mieux que moi. Sandrine Félix, naturopathe, spécialiste en Chutsu, pratique coréenne, énergétique, sera présente dans les locaux de la radio pour animer le magazine Santé et Spiritualité ce mercredi 24 septembre. Par la suite, elle vous propose un atelier conférence dans les locaux de la radio qui se trouve, je vous le rappelle, au 8 bis rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro Motte-Piquet-Grenelle ou Duplex. La thématique qu'a choisi d'aborder Sandrine Félix avec vous, le Chutsu. En quoi cette pratique coréenne, énergétique, peut vous permettre de réharmoniser votre corps, de régler des problèmes d'ordre physique, émotionnel, énergétique. Sandrine vous exposera tout ça lors de cet atelier conférence du mercredi 24 septembre. Une participation de 10 € vous sera demandée qui reviendra à la radio. Je vous rappelle donc, Sandrine Félix, naturopathe, spécialiste en Chutsu, sera présente ce mercredi 24 septembre de 20h à 22h30 pour un atelier conférence. Voilà, vous êtes tous prévenus, c'est ce soir, après cette émission Santé et Spiritualité. Vous aviez déjà prévu de venir, et bien tant mieux. Vous ne connaissez pas encore Sandrine Félix, 7h30 va vous permettre de faire connaissance avec elle. Sandrine Félix, je vais vous demander, parce que naturopathe, spécialiste en Chutsu, très bien, sont des mots. Je vais vous demander plutôt de vous présenter, tout simplement, à nos auditeurs. Eh bien, donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore et pour toutes celles qui nous rencontrent ce soir, donc je vais vous parler un petit peu de ce parcours qui a été assez éclectique. Donc dans un premier temps, c'est un parcours de vie qui, par le biais d'accidents de la vie, on va dire, m'ont mené à rechercher des voies, des réponses par rapport à la douleur précisément. Et j'ai trouvé dans l'énergétique pas mal de réponses, à vrai dire, que je ne trouvais pas par ailleurs. Et j'y suis venue tout naturellement en faisant beaucoup de recherches au niveau des salons, en l'occurrence, mais également au niveau de séminaires de développement personnel, au niveau de consultations individuelles, de cheminement, de rencontres et autres. C'est donc votre expérience personnelle et vos différentes épreuves qui vous ont amené à vous intéresser justement à ces accompagnements de vie, à ces choses qui peuvent améliorer justement l'existence. On pense au Chutsu Oui. ou à d'autres techniques. C'est votre vie privée qui vous a amené à cela. Oui, entre autres, pour résumer, effectivement, j'ai eu plusieurs parcours de vie. Dans un premier temps, j'étais plutôt en horaire décalé. J'avais un rythme effréné où j'avais très peu de temps en fait pour moi. Beaucoup de temps à courir, aussi bien les week-ends, les jours fériés, les Noëls et autres. Et au bout d'un moment, j'ai eu besoin aussi de me poser. Et c'est ce qui m'a donné envie, dans un tout premier temps, de travailler la relaxation, la gestion du stress, parce qu'en horaire décalé, c'est quand même assez difficile à soutenir au niveau physique, au niveau énergétique aussi, surtout. Et donc, je suis venue tout naturellement, dans un premier temps, à la sophrologie. Et la sophrologie m'a apporté énormément de réponses, en ce sens que, au travers de la respiration, on arrive à se poser, on arrive à se centrer, on arrive à mieux gérer la fatigue, à mieux gérer les déficiences énergétiques, entre autres.
mais ça m'a très vite paru très limité par rapport à ce que je traversais à ce moment-là, puisque moi j'avais plutôt des douleurs au niveau du genou. J'ai eu un accident de ski qui s'est pas très bien terminé, où j'ai eu l'opportunité d'expérimenter la médecine occidentale, qui est une médecine d'urgence qui est intéressante sur ce plan-là, mais qui pour le coup ne m'a pas suffi non plus, puisqu'il a fallu par la suite, après une intervention, gérer les conséquences de ces interventions qui sont souvent assez longues, assez pénibles, en termes de mobilité, en termes de ressenti, en termes d'exclusion même, puisqu'il faut retrouver sa place au sein du groupe, sa place au sein de la cellule familiale, sa place au niveau de la société et au niveau professionnel, entre autres. Et donc tout naturellement, j'ai commencé à rechercher des outils qui puissent me permettre d'avoir ce regain d'énergie, d'avoir cette opportunité de pouvoir toucher des doigts l'autonomie. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, puisque on est souvent tributaire de la société lorsque on se sent un peu démuni par rapport notamment à des situations de dépendance physique ou autre. Et en ce qui me concernait à l'époque, j'avais une mobilité très réduite, puisque j'ai eu une rupture des ligaments croisés, latéraux, ménisques, capsules, rotules, fracture du tibia et TTA sur le même genou. D'où ces multiples interventions qui successivement se sont couronnées d'échecs et qui m'ont donné l'opportunité, puisque c'est comme ça que je le conçois aujourd'hui, de m'ouvrir à autre chose pour essayer de comprendre comment, à mon niveau, j'avais la possibilité de trouver une issue à cette situation qui paraissait inextricable à un moment donné. Donc vous avez eu, je vous interromps juste un instant, vous avez eu, effectivement, vous avez la médecine traditionnelle qui vous a, la médecine occidentale qui vous a aidé justement à régler ces problèmes. Oui. Mais c'est un peu, effectivement, toujours le même souci, c'est le problème ou de la rééducation ou de la prévention qui est mis en avant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on, je vous en prie, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive effectivement à soigner ce genre de, je vais dire gros bobos pour être gentil, mais de gros problèmes que vous avez eus. Mais après, il y a le fait de bien récupérer et de refaire circuler l'énergie dans le corps. Effectivement, dans tout processus de blocage physique ou énergétique, il faut dans un premier temps, donc j'ai eu l'opportunité de l'apprendre chemin faisant, puisque maintenant j'en ai fait ma profession depuis plus de 17 ans. Et d'ailleurs, c'est cette expérience de vie qui m'a menée à ce changement. Et c'était opportun pour moi que d'avoir cette sensation de connaître ce qu'était la douleur, parce que personne n'est plus à même que celui qui connaît le chemin pour guider son prochain. Et en ce sens, ça m'a permis de pouvoir tester plusieurs outils, plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Et par rapport à cette sensation de douleur, lorsqu'il y a une douleur, il y a un blocage d'énergie. Il se manifeste de la manière suivante. On a dans un premier temps une manifestation qui est liée à un excès. Donc l'excès va tout naturellement mettre en place un phénomène réactionnel qui a trait à l'irritation, l'inflammation, l'infection, tout ce genre de choses-là, création de plein. Le corps est en réaction à un stimuli qui peut être un stimuli extérieur ou intérieur, et en ce sens qu'il va mettre tout en œuvre pour trouver une issue à cette situation. Donc il va créer des phénomènes réactionnels qui vont être le choix du moindre mal en réalité, et ces choix-là vont pas nécessairement être faciles à vivre pour la personne, parce que déjà lorsqu'on est aux prises avec une douleur, on est un peu déconnecté, on va dire, avec le monde extérieur. On est vraiment dans ce monde intérieur. On a l'impression que personne d'autre ne comprend, et c'est juste, quelqu'un qui souffre, il souffre toujours seul. Et on a beau lui dire souffle, respire, fais ceci, fais cela, ça ne reste que de la théorie. Lorsqu'on est aux prises avec un déséquilibre, avec une souffrance, qu'elle soit physique, psychique
ou autre, ça peut être aussi un problème énergétique qu'on n'arrive pas à résoudre, eh bien c'est problématique que de pouvoir l'appréhender parce que ce déséquilibre se manifeste toujours sur 3 plans. Les 3 plans fondamentaux qui sont le physique, le psychologique et l'énergétique. Et inévitablement, le déséquilibre d'énergie va, chemin faisant, se positionner soit au niveau du corps, donc le soma, et donc on va parler de somatisation, mais pas nécessairement. Quelqu'un qui a mal dans son corps commence à se poser des questions et il se préoccupe, donc il va être très vite dans l'anxiété, dans le ressassement, dans une recherche de réponses qu'il n'aura pas nécessairement et qui par le fait vont le renforcer dans ses peurs, dans ses conflits intérieurs et très vite, psychiquement, émotionnellement, il peut perdre totalement confiance. Et moi, je le vois aujourd'hui en clientèle, j'ai beaucoup de gens, on attire en fait qui l'on est, qui sont passés par la souffrance, qui sont passés par des stades ingérables et malheureusement aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème mécanique, toutes les techniques d'urgence vont être à la pointe de la technologie, si je puis dire. Mais pour tout ce qui a trait à l'accompagnement et au suivi au niveau de quelqu'un qui va très vite dépérir parce qu'il se sent incompris, il se sent pas forcément accompagné, on va dire également. Donc là, c'est compliqué. Donc moi j'ai trouvé dans l'approche des techniques holistiques, donc holos en grec ça veut dire le tout, j'ai trouvé une réponse qui permet réellement, au-delà de l'approche, d'avoir cette capacité d'être autonome dans son processus de guérison. Et ça c'est important, puisque lorsqu'on est dans une situation où on est bloqué pour une raison ou une autre, c'est intéressant que de pouvoir reprendre confiance en soi au travers de ses capacités, de sa volonté, de son énergie, de son leitmotiv en fait. L'autre a beau nous montrer le chemin, si on l'éclaire pas soi-même, on aura du mal à être dans le discernement et à voir précisément ce vers quoi l'on tend, et surtout l'issue à cette situation qui souvent paraît complexe, inextricable, et tout ce que l'on voudra. Et donc la découverte de ces autres visions de la médecine, ça a changé radicalement votre existence? Alors bon, je suis plutôt du genre optimiste. C'est pas que ça a changé mon existence, c'est que ça m'a conforté en ce sens qu'on a énormément de capacités et ça m'a donné plus confiance en moi en ce sens que en l'expérimentant personnellement, j'ai eu envie et très envie de passer le message à mon voisin parce que c'est vrai que c'est très motivant et c'est dynamisant, c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre. J'étais déjà dans cette dynamique-là d'enseigner, de coacher, de manager, etc. Et j'ai toujours voulu construire. Et cette sensation de se sentir cassé, au sens propre, au sens figuré, donne l'opportunité à un moment donné d'avoir l'accès à tous les moyens qui permettent de remonter la pente, de se trouver, de se comprendre, de se connaître et de se gérer. Et ça, c'est une clé absolument fondamentale. C'est une clé qui aujourd'hui est très importante de pouvoir à pouvoir gérer, maîtriser, comprendre, parce que aujourd'hui tout le monde va être confronté à l'environnement. L'environnement n'est pas nécessairement un environnement qui va nous équilibrer. Il suffit de voir toutes les pollutions électromagnétiques, l'électrosmog, les ordinateurs, les antennes relais, les téléviseurs. Contrairement à ce qu'on imagine, l'environnement ne nous porte plus vraiment nécessairement comme ce qu'on pouvait avoir il y a plus de 5000 ans. Donc il y a 5000 ans, la médecine chinoise, c'est une médecine ancestrale, permettait de réguler les énergies
et d'avoir des résultats pérennes. Mais là, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à stabiliser tout cela, en ce sens que lorsque l'on va dormir, souvent on dort sur des roses de Hartmann, des zones Curie, des zones de faille qui sont générées par des champs magnétiques, parce que le lit va être en métal, parce que il va y avoir un micro-ondes derrière la cloison de notre voisin si on habite dans un immeuble, parce que il y a la Wi-Fi, parce que il y a plein de raisons comme ça qui vont faire que, indépendamment de notre volonté, à partir du moment où on est déséquilibré dans ces énergies, eh bien, on va être en résonance. C'est le principe de biorésonance. Bio, c'est la vie et c'est la résonance de la vie. Il s'agit là de principes quantiques en réalité. Le quantique, ça a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, on est de plus en plus emprunt à pouvoir agir ou réagir par rapport à cela. Alors on a l'information ou on ne l'a pas. Il n'empêche que lorsqu'on a cette information et cette compréhension de la chose, tout naturellement, on a envie de pouvoir agir, en tout cas réagir par rapport à tous ces paramètres. Donc, et ces paramètres-là ont une influence directement sur l'énergie. Et quand on sait que c'est l'énergie qui régit le tout, qui régit aussi bien la force physique de l'être que son énergie psychique dans sa propension à agir, eh bien, on prend tout à fait conscience que c'est problématique aujourd'hui que de pouvoir pérenniser tout cela. Vous pratiquez et enseignez le shutsu, c'est ce qui vous est arrivé directement comme information, comme message, le shutsu, comme méthode, ou est-ce qu'avant vous avez quand même un peu tâtonné, vous êtes promené ailleurs? Oui, je me suis promenée. Moi, j'aime bien me promener. Et en fait, je suis beaucoup en recherche. J'aime bien comprendre. Donc, comme je l'expliquais précédemment, ce qui m'a menée au monde du bien-être, c'est la gestion du stress, puisque j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de me centrer, et je me suis dit, je vais en parler dans la compagnie dans laquelle j'exerçais à l'époque. Et finalement, c'était pas à l'ordre du jour, même si maintenant, aujourd'hui, on prône le bien-être, les massages, etc., dans plein d'endroits. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, ça n'était pas le cas. Et chemin faisant, je me suis très vite rendu compte qu'en travaillant sur la sophrologie, donc la sophrologie, c'est une technique qui date des années 60, qui a été inventée par le professeur Caicedo et le docteur Hubert, qui étaient deux psychiatres et deux médecins qui travaillaient dans ce domaine-là. Donc ça a trait à la gestion du stress, à la relaxation, à la respiration, et ça correspond aussi à tout ce que l'on touche dans le domaine de l'hypnose, parce que l'on va aborder au travers de la respiration un stade qu'on appelle le stade sophroliminal. On est entre la veille active et le sommeil. Et en étant dans cet état, eh bien, on a la possibilité de vivre les événements comme les ayant déjà dépassés. Donc moi, j'utilise beaucoup cet outil pour tout ce qui est addiction, alcool, drogue, tabac ou autre. Et je l'utilise aussi pour tout ce qui va être de recentrer la personne. Mais à un moment donné, je me suis sentie limitée par rapport à cet outil, qui est un outil prodigieux, mais qui nécessite également de travailler sur les autres plans. On n'est pas qu'un corps et on est loin de là ce corps, hein. On imagine qu'on est cet écrin qui nous contient, mais pas du tout. En tout cas, c'est pas ma vision des choses. Ce qui permet de mouvoir ce corps, hein, c'est cette énergie qui régit le tout du reste. Et cette âme qui nous constitue. On n'est pas qu'une énergie non plus. Cette énergie, elle a la capacité de se positionner, elle a la capacité de percevoir. Donc, je me suis très vite rendu compte qu'en restabilisant en fait l'axe de la personne, en la recentrant, en lui permettant de se poser, de se centrer, il manquait cet aspect-là des choses. Il manquait l'énergie. Et en voulant toucher, parce que bon, moi je suis assez latine, j'ai eu besoin très vite de travailler sur des techniques mécaniques qui permettent d'agir directement sur les zones de faille, entre autres. Eh bien, en touchant, j'ai commencé à ressentir ces flux d'énergie.
qu'on me demandait du reste de ressentir plusieurs années auparavant, mais que je n'avais jamais ressenti pour la bonne et simple raison que au niveau des canaux de proprioception qu'on me demandait d'expérimenter, c'était très différent pour ma part. On me demandait de ressentir une énergie d'une certaine manière et moi je l'ai ressentie autrement. Je pense que on a tous des possibilités, des accès, mais maintenant on va tous emprunter des chemins différents. Et en ce sens, c'est intéressant que d'accepter cette différence parce que c'est ce qui fait aussi notre richesse, hein. C'est ce qui fait que ça nous permet d'avancer différemment, mais sur le même plan et de parler le même langage. Et ce qui s'est passé en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à toucher, parce que bon, on me disait oui, la personne va pas bien, mais bon, il faut orienter, il faut orienter. Et je me voyais vraiment pas dire à quelqu'un qui n'était pas bien, qui était en dépression totale, bon bah là, c'est pas possible, je peux pas, j'oriente. Donc j'ai eu très vite besoin de travailler globalement et de pouvoir apporter une aide à cette personne sur les 3 plans. Donc en touchant et en identifiant les énergies, j'ai réalisé qu'il y avait des flux énergétiques dans le corps. Et très vite, donc j'ai acquis un appareil qui est un appareil d'électroacupuncture qui m'a permis d'expertiser cela, en ce sens que j'ai pu faire des bilans énergétiques qui m'ont permis d'objectiver les hémicorps, donc le haut, le bas du corps, au niveau sus et sous-diaphragmatique. Et le diaphragme étant le muscle des émotions, ça m'a tout de suite permis de faire une corrélation avec ce que j'identifiais par ailleurs au niveau de mes propres sujets. Et au niveau des latéralités, on va avoir différentes manifestations au niveau du côté droit et au niveau du côté gauche du corps, puisque chaque latéralité va être en fonction de l'expression d'une polarité. Donc si on reprend par exemple le Tao, ce qui est intéressant de comprendre en énergétique, et c'est ce qui m'a beaucoup enseigné et beaucoup posé question aussi. Donc le Tao, pour ceux qui connaissent le Tao, c'est un cercle sur lequel, alors là on n'aura pas de PowerPoint non plus, ni de... Mais on va faire en sorte d'expliquer cela. On va partir du principe que toutes les énergies en dessous du diaphragme vont être des énergies yin. Les énergies yin vont avoir une polarité qui correspond à toutes les énergies telluriques, les énergies qui viennent de la Terre, par opposition aux énergies yang, qui sont des énergies qui viennent plutôt du Soleil, des énergies cosmiques. Donc le yang est polarisé positif, par opposition au yin qui est polarisé négatif. Le yang, ça va être le soleil, le yin, ça va être la lune. Le yang, ça va être la lumière, le yin, ça va être l'obscurité. Et on a nécessairement besoin d'obscurité pour exprimer la lumière. Du reste, c'est dans l'obscurité que la lumière s'exprime le mieux. Et en l'occurrence, il y a toujours du yin dans le yang. La femme est le principe féminin, l'homme est le principe masculin, et il y a toujours une part de féminité chez l'homme et une part de masculinité chez la femme. Donc ce sont des polarités qui sont tout à fait complémentaires, et dans ces polarités, il va y avoir une expression de l'équilibre ou du déséquilibre. Et tout ce qui a trait au déséquilibre yin, qui correspond au côté féminin tellurique, ça va se polariser dans la matière, dans le soma, dans le corps, d'où le problème somatique. Et tout ce qui a trait aux polarités yang, donc on va être plus au niveau du haut de corps, au-dessus du diaphragme, donc tout ce qui va être au niveau de l'émotionnel, de l'aspect psychique des choses, ça va se polariser au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'aspect psychique. Le symptôme étant psychosomatique, souvent c'est le déséquilibre du psyché qui entraîne le soma. Je suis contrariée, je suis dans l'anxiété, le ressassement, et subitement je vais commencer à ressentir des choses dans mon corps. Et inversement, j'ai un choc, j'ai quelque chose qui me pose question, et pour le coup je vais commencer à cogiter. Donc l'un entraîne l'autre. Et chemin faisant, il va y avoir soit un excès d'énergie, s'il y a un choc physique, il va y avoir tout de suite un excès d'énergie. L'excès va être présent pour protéger la zone. Je pense en l'occurrence, pour revenir à l'exemple du genou, à un épanchement. Donc la synovie va être là pour protéger les articulations, pour protéger la mobilité et pour éviter l'inflammation. Donc, mais dans un premier temps, cet excès d'énergie va aussi générer une douleur, une inflammation, une irritation, voire une infection s'il y a une stagnation d'énergie.
Donc ça peut être au niveau mécanique, au niveau organique, au niveau des segments qui vont être au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs et autres. Et ça peut être également donc au niveau psychique. Donc au niveau psychique, là, ça va être soit une décompensation, on peut être dans l'histrionisme, dans l'hystérie parce qu'on a un excès d'énergie, et on peut être dans la dépression parce qu'il y a un manque d'énergie. N'importe comment, tout est juste, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, tout s'explique. Ponctuellement, une même personne peut avoir des excès et des vides d'énergie en fonction de ce qu'elle traverse. Il se peut tout simplement qu'elle soit fatiguée, il se peut qu'elle ait une problématique extérieure, tous les paramètres environnementaux. Y compris le microbiote, qui va être le microbiote intestinal, qui est en rapport avec l'alimentation, avec ce que l'on met dans le corps, le terrain. Tout ce que l'on met dans le corps n'est pas sans conséquence, et il a une incidence au niveau métabolique également. Donc on peut, par rapport à une alimentation qui est déséquilibrée, ne pas tout simplement apporter les apports nécessaires à l'équilibre du corps. Je pense entre autres aux oligoéléments, aux acides gras essentiels, aux vitamines, mais pas essentiellement. Je pense aussi à tous les processus enzymatiques qui peuvent se faire et qui peuvent être contrés par une malnutrition, entre guillemets, une alimentation qui ne soit pas en phase avec l'équilibre dont le corps a besoin. Donc là, il s'agit de naturopathie, il s'agit de terrain, mais le corps est fait de cela. Et donc, j'ai eu aussi dans ce cursus cette envie de comprendre aussi. J'ai eu cette approche-là en nutrition, puis en naturopathie. J'ai même eu dernièrement une approche pratiqueur qui permet d'avoir une synergie globale de tout cela. Et c'est très intéressant parce qu'on en apprend au quotidien. Pour moi, la vie est une école et c'est très très riche d'enseignements. Et c'est ça qui vous a amené vers le Shutsu? Alors, ce qui m'a amené vers le Shutsu, encore une fois, c'est l'expérience de la vie. J'ai eu à un moment donné, un jour, un problème de névralgie cervico-brachiale. Donc là, pour le coup, j'avais un blocage sur le haut du corps. Et ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que à l'époque où j'ai eu ce problème de genou, ce genou, c'était un problème de genou droit. Et donc, les ostéopathes, les kinés, toutes les personnes qui travaillent au niveau de l'appareil locomoteur comprendront très bien ce que je vais expliquer. Il s'agit des chaînes croisées. Et donc, quelques années plus tard, j'ai eu son homologue opposé. Donc, ma problématique s'est positionnée dans le yin et la problématique inversée s'est somatisée dans le yang. Donc, j'ai eu quelques années après le genou droit une névralgie cervico-brachiale, donc un blocage au niveau scapulaire, donc raideur de la nuque, tension des omoplates et impossibilité totale de bouger le bras. Donc, et là, pour le coup, lorsque c'est dans le haut du corps, c'est beaucoup moins évident de se rééquilibrer soi-même. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui, à l'époque, travaillait sur cette technique-là. D'ailleurs, il me l'a enseigné. Cette technique-là, c'est une technique ancestrale qui date de plus de 5000 ans, mais qui était enseignée de maître à disciple et qui a été récupérée par les Coréens en 1960 également. Dans tout ce courant-là, il s'est passé énormément de choses au niveau des techniques alternatives. Et donc, ils l'ont rebaptisé tout naturellement main-pied dans leur langue. Et en coréen, main-pied, ça veut dire sujok. Et en recherchant au niveau de tout ce qui avait pu être fait, et surtout en ayant cette culture de la médecine traditionnelle chinoise ancestrale, j'ai eu très envie de rendre cet outil accessible à tous. Et je le lui ai redonné tout simplement ses lettres de noblesse. Donc, j'ai redéposé la méthode Shutsu, qui veut dire main-pied en chinois, il y a à peu près 4-5 ans, et j'ai remis en place toute une approche, sur les plans fondamentaux, le physique, le psychologique, l'énergétique et le mental, une approche d'autonomie qui permette d'avoir cette compréhension des choses et surtout cette capacité de s'auto-réguler. Lorsque on est
on est dans une difficulté à régler une problématique physique, mécanique, un blocage, par exemple, dans le corps, une sciatique, un torticolis ou autre. C'est absolument fabuleux. C'est prodigieux parce que c'est une méthode holographique. On a une somatotopie, c'est-à-dire une représentation du corps dans le corps. Et ça, on va le retrouver aussi bien au niveau palmaire. Ici, là, derrière nous, on a la main, donc chou, le haut du corps, que au niveau plantaire. Donc on retrouve Zou dans le pied. Et on va également le retrouver dans plusieurs prismes. On va le retrouver au niveau digital, de ce côté-ci pour les personnes qui ont la webcam. Sinon, il va falloir l'imaginer très fortement. Je vais vous y aider, ne vous inquiétez pas. Donc on va retrouver dans ces différentes représentations du corps, le corps. Alors l'avantage et la différence également par rapport aux réflexologies classiques, on n'est pas sur des zones réflexes, on n'est pas sur des muscles, on va être là sur le système nerveux central. Je vous interromps car il faut faire une première pause et j'aimerais bien qu'on ouvre le chapitre du Shutsu véritablement pour rester pendant tout le reste de cette émission. C'est donc le premier espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité, animé aujourd'hui par Sandrine Félix. Premier espace promotionnel donc. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Je vous rappelle qu'elle donnera aussi un atelier conférence dans les locaux de la radio après cette émission, aux alentours de 20h. On en reparlera un peu plus tard. Pour la joindre, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations, une grande partie de celle que je vais vous donner maintenant, c'est spiral-énergie.fr. Je répète, spiral-énergie.fr. Un bilan énergétique est offert aux auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Elle sera présente, Sandrine Félix, au Salon Zen. Au Salon Zen, sur le stand de l'éditeur Etche. C'est au Hall B, stand numéro 2. Et elle donnera 2 ateliers. Tout d'abord, le premier atelier, c'est le jeudi 2 octobre. Un atelier pratique, le rééquilibrage énergétique en 5 étapes, selon la méthode de résonance palmaire, plantaire, Shutsu. C'est un petit peu ce que nous allons définir dans quelques instants, mais beaucoup plus rapidement que lors de l'atelier. Et puis il y aura là cette fois-ci un atelier le 18, ce sera le lundi 6 octobre donc. Rééquilibrage énergétique Shutsu, méthode de résonance palmaire et plantaire, plan physique, énergétique, émotionnel, approche des troubles et des remèdes. Ce sera le lundi 6 octobre à 18h, cela aura lieu au Salon Zen, qui, je vous le rappelle, a lieu à l'espace Champéret dans le 17e à Paris. Et puis notez aussi les formations données par Sandrine Félix. Et le premier séminaire de cette formation aura lieu le 18 et 19 octobre 2014 et elle sera consacrée au plan physique en Shutsu. Vous demandez peut-être ce que c'est, on va en parler justement dans quelques instants de ce plan physique en Shutsu. C'est une formation CERS. Quelque chose à rajouter, Sandrine Félix ? Cette formation, bien qu'ayant lieu avec l'école du CERS, qui est le Centre européen de recherche en techniques alternatives, et donc en sympathicothérapie et autres, sera sur Paris et ce sera Port d'Italie. À Port d'Italie ? Oui. Je crois qu'on sait tout. De toute façon, c'est spiral-énergie.fr pour retrouver toutes les informations que vous n'auriez pas eu le temps de noter. Fin de ce premier espace promotionnel. Et nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Nous parlons de Shutsu, enfin on y arrive tout juste au Shutsu. Vous nous avez expliqué votre parcours, ce qui vous a amené vers l'énergie en quelque sorte. Et donc ce Shutsu découvert, ce Shutsu qui réunit tout ce que vous attendiez. On parle d'énergie, on utilise différentes méthodes, on peut toucher, et puis il y a une représentation aussi, il y a beaucoup de visualisation. Donc vous nous expliquez que c'était une médecine
ancestrale qui avait été retravaillée par les Chinois, par les Coréens, si je ne me trompe pas, et que vous l'aviez un petit peu adapté à votre sauce. Et voilà, voilà où on en est. Vous avez séparé en 4 plans. En 4 plans, si je ne me trompe pas, on parle de physique, on parle d'énergétique, d'émotionnel et de mental, pour bien séparer tout cela, parce que nous, occidentaux, on a besoin que ce soit vraiment, vraiment bien rangé, alors que j'imagine que lorsqu'on vient de pays où la médecine est vue d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades, tout ça c'est naturel, on n'a même pas besoin de séparer en plusieurs plans. Alors le Shutsu, je vous laisse nous en parler plus en détail. Vous me disiez il y a quelques instants que c'était une visualisation, une représentation. Effectivement. Alors, c'est une approche qui est complète et c'est la globalité de l'être dans une approche sur le plan physique, où là, on va pouvoir avoir une compréhension de tous les mécanismes de blocage, qu'ils soient fonctionnels, organiques ou métaboliques. Donc, l'approche de physique va nous permettre dans cette représentation qu'on peut aborder soit au niveau palmaire, soit au niveau digital, plantaire ou autre, d'une manière très simple. Donc on part du principe qu'on va retrouver dans le corps et dans la main, par exemple, 5 analogies. Alors les 5 analogies, si on se pose quelques instants pour essayer d'y réfléchir, tout naturellement, eh bien la première qui nous vient à l'esprit, ça va être l'analogie qui correspond aux projections. On va avoir d'emblée 5 projections dans la main et on va effectivement retrouver ces 5 projections dans le corps. Ces 5 projections dans le corps correspondent au segment supérieur des bras et au segment inférieur des jambes et tout naturellement au segment de la tête. Donc là, on est déjà dans une première analogie qui, tout naturellement, paraît beaucoup plus évidente lorsqu'on imagine, pour les personnes qui n'ont pas la webcam et qui nous écoutent dans leur voiture, là, on va pouvoir imaginer que le pouce se projette dans l'axe vertical de la main. D'accord? Donc tout naturellement, il se retrouve entre le majeur et entre l'annulaire. Donc ici, on a une projection complète du corps et on va pouvoir retrouver la projection de tous les organes, y compris de toutes les viscères et de toutes les articulations dans la face externe de la main. Donc la face interne, qui est la face yin, va contenir les organes. Donc on a une deuxième analogie qui revient tout naturellement à l'esprit, c'est qu'il y a cette capacité de contracter que l'on a dans la main. On peut tout à fait contracter la main et de la même manière, on peut contracter la face interne du corps, qu'on appellera la face yin, qui est par opposition à la face yang, tout ce qui a trait au côté féminin. D'accord? Donc c'est une polarité négative, on en a parlé tout à l'heure, par opposition à la polarité positive, qui va être le côté masculin, qui est le yang, qui est beaucoup plus exposé à la lumière. Donc la troisième analogie, tout naturellement, ça va être que le corps, dans sa face externe, est beaucoup plus exposé à la lumière, donc beaucoup moins fragile. On voit très bien que si on s'expose à la lumière, la paume de la main va être protégée, les avant-bras également, et on sera beaucoup moins bronzé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, c'est pareil au niveau de la main. La main a la possibilité de protéger l'intérieur, donc les organes. Ensuite de ça, on va avoir une autre analogie qui vient à l'esprit. Ça va être qu'au niveau des segments, des 5 segments et des 5 projections, on a des articulations. Donc combien d'articulations on a dans le corps? Eh bien on a 14 articulations. On a 14 articulations dans le corps et on a également 14 articulations dans la main. Donc on retrouve tout naturellement au niveau des segments de la main 3 phalanges. Donc là, c'est très facile de le visualiser, même si on ne l'a pas à l'écran. La première phalange qui est à distance de la paume de la main, celle où il y a l'ongle, on l'appelle la phalange distale. Donc cette phalange, d'ailleurs, l'ongle représente le crâne, représente le cerveau dans la face externe, et à l'intérieur, ça représente tout le visage, donc tous les organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez, etc. Et ensuite de ça, donc la phalange distale
va donner naissance à la phalange médiane, celle qui est au milieu, tout naturellement. Et dans la phalange médiane, on va avoir l'arbre respiratoire. Donc là, on le voit très bien dans la petite représentation qui est derrière moi. Donc, je ne sais pas si ça ira jusqu'en bas. Oui, parfait, ça va jusqu'en bas. Donc, on voit effectivement l'arbre respiratoire et le cœur, évidemment. Et on voit également la ligne du diaphragme ici qui est projetée et qui correspond à la ligne de délimitation que l'on retrouve dans la main ici, qui se trouve au niveau de l'éminence sténare, ici, qui correspond au mont de Vénus, si vous préférez, dans la petite flexion interne de la main, et que l'on a en projection lorsque l'on remonte le doigt en fait en projection aux petites flexions internes du poignet. C'est exactement la même ligne de projection. Je conçois que ce soit un peu compliqué lorsqu'on n'a pas le visuel, mais si vous êtes très motivé, moi je vous invite à nous rejoindre tout à l'heure pour l'atelier. Donc voilà comment ça se présente. Et donc la phalange proximale, la dernière phalange. Alors évidemment, contrairement à ce qu'on imagine, la phalange proximale ne s'arrête pas ici à la flexion que l'on a en visuel, mais elle s'arrête bel et bien à la phalange, donc à l'intérieur de la paume de la main. Donc là, on va avoir tout le reste de la projection des organes dans le corps. Voilà. Donc tout naturellement, en ayant cette approche-là des choses, on a une compréhension qui nous permet d'agir très simplement. Alors, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que c'est vraiment un outil à la portée de tous. Et surtout, moi, je pense beaucoup aux personnes un peu en marge de la société, et je pense aux enfants et aux personnes âgées, qui souvent sont des personnes en grande difficulté parce que seules et pas vraiment comprises par ailleurs. Les enfants, quand ils ont un problème, mais ils ont beaucoup de difficultés en fait, se libérer et à exprimer les choses. Et donc, ils ont toujours l'impression qu'on ne va pas les croire, que c'est du chiquet, etc. Parce que c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien d'avoir mal, etc. On nous met dans des croyances qui finissent par nous limiter terriblement. Et les personnes âgées, c'est pareil, c'est des personnes qui retournent un peu dans le stade de l'enfance, dans cet enfant libre où elles sont dans cette souffrance, mais souvent elles sont prises avec elles-mêmes et elles n'ont pas forcément ni la compréhension ni l'accès par rapport à cette douleur, cette solitude, cet aspect-là des choses. Et quand on rencontre ces problèmes et qu'on se retrouve seul face à soi-même, eh bien, on a envie, à un moment donné, de pouvoir trouver des issues, de pouvoir donner des informations, surtout quand on connaît la notice, autant la donner à son voisin. Donc voilà, ça a été un peu mon fer de lance et ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est la dynamique vers laquelle je tends profondément. Ça prend du temps d'apprendre à vraiment bien gérer le shutsu parce que vous donnez soit des formations qui durent un week-end, mais c'est une pratique qu'on doit faire chaque jour. C'est pour bien comprendre comment ça fonctionne? Alors en fait, moi je ne suis pas du tout partisane du fait d'apprendre. Je pars du principe que l'apprentissage se fait par l'expérimentation et surtout par la capacité de ressentir au travers du corps. Il n'y a rien de mieux pour ça, d'expérimenter et de percevoir ce qui se passe. Et en fait, il s'agit uniquement d'exercices pratiques et généralement, lorsqu'on pratique le shutsu, on le pratique sur soi par rapport à des problématiques que l'on connaît. Donc, soit on a une sciatique, un torticolis, une migraine ou autre, et très vite, on va comprendre que en agissant sur tel et tel point, on a obtenu un résultat. Donc, tout naturellement, on va être enclin à retenir le processus de rééquilibrage, les points et la méthode. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui se vit, c'est dans l'instant, c'est très facile. Les enfants adorent parce qu'ils ont un résultat immédiat. C'est l'avantage avec cet outil, c'est que ça n'agit pas sur les organes vitaux, c'est des réactions instantanées, il y a une innocuité totale et c'est d'une grande facilité. Et pour les enfants, effectivement, ça agit plus vite parce qu'ils ne se posent pas de questions. Si on leur dit ça, c'est la représentation de ton corps, l'enfant, évidemment, il va dire ok, pas de problème, j'y vais. Alors les enfants, ils sont géniaux. Du reste, c'est grâce à eux, moi, ils m'enseignent énormément. J'ai beaucoup appris des enfants et j'en apprends encore tous les mercredis parce que je les ai en consultation.
J'ai les professeurs le matin et j'ai les enfants l'après-midi. Et donc, je réalise qu'en fait, ils me décrivent les trajets des méridiens. Ils me décrivent des choses incroyables que des énergéticiens eux-mêmes ne connaissent pas souvent. C'est fabuleux. C'est très riche d'enseignements. Ils sont dans la spontanéité, ils sont dans l'authenticité. Et il n'y a pas de faux semblants. C'est comme lorsqu'on traite les animaux, et on peut traiter également les animaux. Le résultat est instantané. Donc là, il n'y a pas de tricherie possible. Et c'est ça qui est chouette dans cet outil, c'est que au travers des différents accompagnements que j'utilise au quotidien dans ma clientèle, j'utilise cet outil en guise d'autonomie en fait entre les séances pour pérenniser le soin dans le temps et surtout pour permettre à la personne d'avoir cette autonomie et cette motivation, cette envie et ce résultat qui perdure dans le temps. Alors pour répondre à votre question, oui, il faut le faire le plus possible. Il faut le faire de toute façon matin, midi, soir pour ancrer dans le temps. Le fait d'avoir une régularité va ancrer tout naturellement le processus. Et l'idée, c'est pas nécessairement le temps. L'idée, c'est qu'il faut le faire jusqu'à disparition du stimuli, de la douleur ou autre. À partir du moment où la douleur a disparu dans la main, lorsque on actionne un point dans la main et que ce point se révèle être un point douloureux, bien, il se trouve qu'il est en résonance directement avec la zone dans le corps. Vous voyez, donc là, si par exemple, j'actionne sur ce point-là, il se trouve que je suis sur l'œil, et en l'occurrence, je vais être sur l'œil droit, d'accord? Donc, je suis sur l'œil droit en étant sur l'index, mais en étant sur tous les autres doigts, puisque chaque doigt correspond à cette représentation de tout le corps. Si je suis dans la phalange distale, je suis forcément dans le visage, et si je suis au niveau du tiers de cette phalange distale, je suis dans la représentation au niveau des yeux. Donc, tout naturellement, si je cherche un point à ce niveau-là et que ce point se manifeste comme étant un point sensible à la stimulation, eh bien, c'est que sur cette zone-là, il y a un déséquilibre d'énergie. Lorsque cette douleur s'estompe, eh bien, tout naturellement, il peut y avoir une acuité visuelle qui va être de plus en plus manifeste. Et on va tout à fait pouvoir faire un test. Donc, quand on fait un test ou quand je fais une conférence, je fais toujours venir quelqu'un pour lui demander comment il se positionne par rapport à son ressenti en termes de douleur. Alors, souvent, je lui demande où il se positionne entre 1 et 10. Vu que c'est une technique d'urgence, il a intérêt à être dans une douleur. S'il me dit oui, ça fait des années que j'ai cette problématique, mais là par contre j'ai pas mal maintenant, ben, effectivement on ne pourra pas se rendre compte. Maintenant s'il me dit je viens de me tordre le pied et j'ai super mal, j'ai une cheville qui vient d'enfler, là c'est ok, il est à 10 sur 10 sur la douleur et il ressort à 1 voire 0. Puisqu'on attend effectivement que cette douleur disparaisse et ensuite il va traiter les points. Mais alors là, Sandrine Félix, on est dans la représentation physique du corps. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous montrer, là, vous montrez l'index par exemple. Vous disiez, quand on appuie là, on est sur telle partie du corps. Là, un peu plus bas, sur telle autre partie, telle autre partie. Donc c'est la représentation physique, c'est pour agir immédiatement sur un endroit. Mais l'énergétique, on le travaille comment ? Ah, alors il se trouve que notre âme est investie de cet écrin magnifique qui nous contient, qui est notre corps. Donc nous avons une enveloppe physique, de toute façon. Et en tout cas ici-bas dans cette incarnation. Donc si l'on veut agir sur l'énergie, on va être nécessairement obligé de passer par le physique. Donc le physique, il peut y avoir un accès effectivement soit sur la main, soit sur le pied, soit sur le crâne ou autre. Et effectivement, on peut définir que l'on travaille sur le premier pilier, qui va être l'aspect physique, mécanique, organique. Et là, en fait, je vais agir tout naturellement sur des organes, n'importe lesquels. Les organes étant yin par opposition aux viscères qui vont plutôt être yang. Donc les organes vont être plutôt dans une contraction, dans une énergie que l'on va trouver à l'intérieur. Et les organes vont plutôt être dans une projection. C'est plutôt... Les viscères vont contenir. Par exemple, le cœur, il est plein, il est gorgé de sang, c'est un organe plein.
par opposition à l'intestin grêle, hein, qui est son couple opposé. Le rein, c'est pareil, c'est plein, par opposition à la vessie, qui est sa viscère opposée, et qui est aussi une poche, etc., etc. Alors après, il y a plusieurs manifestations au niveau de l'énergie. Il y a plusieurs types de douleurs. Donc l'énergie, il y a quatre forces fondamentales, prépondérantes, hein, qui vont être les suivantes. Donc la première force qui va s'exprimer, c'est une force de contraction. On peut prendre l'analogie du Big Bang au niveau énergétique, hein, et au niveau quantique même. Donc la première expression, c'est le totum, hein. C'est le contenu de tout, de la vie à l'intérieur de ce point. Et c'est de ce point, de cette émergence, que va naître le tout. Donc dans ce point, dans cette valeur numérique 0, dans cette unité de base, qui est, on va dire, la possibilité de stabiliser. Lorsqu'on veut stabiliser quelque chose, on va passer par le point, on va passer par cette couleur noire, qui va être la capacité d'ancrer un soin, par exemple, en énergétique, pour répondre à cette question. Ensuite de ça, la deuxième force que l'on va utiliser, c'est une force de projection, une force d'expansion, une force hétérogène, qui va permettre d'avoir l'approche de l'expression du yang. Donc là, on va être sur la valeur numérique 1, on va être sur la couleur rouge, qui est vraiment la dynamisation, qui va permettre, lorsque on a quelque chose de bloqué, de refaire circuler, de renforcer, de réénergétiser. Et là, on va commencer à rentrer dans l'énergétique. Ensuite de ça, donc, par opposition à cette valeur numérique 1 et cette polarité yang qui s'apparente au principe masculin, alors là, c'est très facile. Qui ramène toujours l'homme à la maison? Tout le monde pourra répondre à cette question. Eh bien, c'est la femme. La femme, dans sa rondeur, dans sa dualité. Donc, le chiffre 2, la courbe, les rondeurs et la couleur bleue. Alors là, pour le coup, ça fait un peu sourire parce qu'on a l'habitude d'habiller les petites filles en rose et les garçons en bleu. Eh ben non. Les garçons, c'est du rouge et les filles, c'est du bleu. Qu'on se le dise, à bon entendeur. Donc voilà. Et de cette contraction, donc de ce yang et de ce yin réunis, qu'est-ce que l'on obtient tout naturellement? On obtient la spirale énergétique de la vie, qui est la spirale de l'ADN, qui va être de plus 1, plus 3, plus 5, etc. à l'infini. Et qui est le mouvement. Voilà. Donc il y a plusieurs Big Bang successifs et en l'occurrence, c'est l'émergence de la vie. Lorsque l'on veut travailler en énergétique, on va toujours travailler sur le physique. On est obligé de passer sur le physique pour donner une information. Le Shuzhou, c'est du quantique à l'état pur, hein. C'est vraiment de la biorésonance. Bio, c'est la vie et résonance, c'est la résonance de la vie. C'est la biorésonance palmaire et plantaire, tout simplement. Le support étant le corps. Donc on peut avoir n'importe quel support. Ce qui compte, c'est de véhiculer l'information. Il s'agit d'une information. Idem, au niveau de l'information en quantique, on va agir sur des prismes qui peuvent être des prismes holographiques avec des formes qui peuvent être des prismes en fonction des couleurs. Chaque couleur va avoir une fréquence qui lui est propre et qui va rémaner une cohérence. Le principe, c'est le principe de la cohérence. Le corps entre en cohérence, le principe de la cohérence cardiaque. Il va y avoir une notion de fréquence, justement. Et on va agir en dynamisation également, lorsqu'on va vouloir rééquilibrer, en dispersion avec le yin, lorsqu'on va pouvoir enlever un excès, une inflammation ou quelque chose de douloureux. Donc là, on ira utiliser la force de la polarité féminine pour tempérer. Et on pourra utiliser la force neutre, la première, celle qui contient toutes les autres du reste, pour stabiliser un rééquilibrage dans le temps. Et pour cela, on va pouvoir utiliser plusieurs outils. On va pouvoir utiliser... Oui, j'allais y venir effectivement, parce que c'est vrai là on est dans la représentation, mais il faut essayer d'être
un petit peu concret, c'est d'imaginer, parce que moi j'ai les outils devant les yeux, donc je le vois, mais j'imagine les auditeurs qui disent, ok, mais on fait ça comment ça marche? Vous me dites, j'appuie là avec un stylet, d'accord, mais est-ce qu'on appuie fort, est-ce qu'on appuie longtemps, qu'est-ce qu'on a comme outil? Donc effectivement, bien. vous allez nous montrer ça. C'est juste, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. En fait, on peut ne pas utiliser d'outils, en fait. C'est ça la clé. On peut le faire avec le doigt. On peut le faire tout simplement avec le doigt. Avec un doigt. Oui, Mhm. parce que si vous avez rien, que vous êtes perdu dans le désert, j'ai expérimenté ce cas-là pour vous, en l'occurrence. C'est vrai? Oui. Et là, j'avais absolument rien. Et je n'avais que mes mains. Et j'avais mes mains, j'allais dire. Et j'avais surtout mon esprit, et il s'agit de cela aussi. C'est de l'information. Il s'agit de l'information. C'est un transfert d'information et c'est l'intention qui prime. La différence entre le premier sur le podium et le deuxième, par exemple, c'est quoi? C'est que le premier, dans sa tête, il est déjà premier. Il a fait tout ce travail de visualisation en hypnose ou autre qui fait qu'il a vécu cela comme étant déjà un état de fait. Et c'est incontestable. Donc pour le coup, il est sur le podium et il est dans sa tête le premier. Il va tout faire pour être le premier. La différence avec le deuxième, c'est qu'il va tout faire pour pas être dernier, ou alors il va tout faire pour faire aussi bien que le premier, mais il va tout faire, il va faire de son mieux, mais il va pas faire pour être le premier. Donc c'est déjà perdu d'avance d'une certaine manière. Il est déjà sur la deuxième place. Et comme on ne va jamais à l'encontre de ce que l'on programme soi-même, puisque ce vers quoi l'on tend n'est programmé que par soi, alors après on peut parler du libre arbitre pendant des heures, d'ailleurs ça pourrait être un autre sujet, le fait est que on a énormément de puissance dans l'intention, dans ce que l'on fait. On attire à soi qui l'on est, et voilà. À force de penser qu'il va pleuvoir, on va finir par se mouiller au bout d'un moment. Vous voyez, au bout d'un moment, ce sont ces choses-là, en fait, qui sont très stupéfiantes, mais qui sont très, très prenantes et très réelles pour le coup, et qu'on peut identifier au quotidien. Alors, si on n'a pas d'outils, eh bien, on agit sur les mains, et on peut agir sur n'importe quelle zone en fonction de l'expression de la douleur. Donc à partir du moment où on a les projections, on a tout intérêt à agir sur les projections les plus fines. Plus la projection est petite, plus elle contient, plus elle est puissante. Si je veux agir sur une douleur triangle, j'ai plus intérêt à agir sur la phalange que d'agir sur la main, puisque la phalange est beaucoup plus petite. Donc là, si j'agis sur la phalange et que je vais aller travailler sur une vertèbre, ce sera beaucoup plus puissant d'aller travailler ma vertèbre au niveau d'une phalange, qu'elle soit distale, médiane ou proximale, que d'aller la travailler sur un doigt ou alors sur la paume de la main dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est important déjà à comprendre. Ensuite de ça, je peux tout à fait agir avec Moi, je vous arrête. Oui. Il est temps d'ouvrir le second espace promotionnel. Avant de passer justement aux différents outils, on parlera aussi du plan mental, on parlera du plan émotionnel. En cette dernière partie d'émission, vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, et c'est l'émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Sandrine Félix qui nous parle de Shutsu. Et je vous rappelle qu'elle donnera ce soir un atelier conférence dans les locaux de la radio. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77, ainsi qu'un site internet spirale-énergie.fr. C'est au singulier, spirale-énergie.fr. Sachez que si vous êtes auditeur de Radio Ici et Maintenant, un bilan énergétique vous sera offert. Sandrine Félix sera présente au Salon Zen qui aura lieu du 2 au 6 octobre à l'espace Champéret, c'est dans le 17e arrondissement à Paris. Et elle donnera donc 2 ateliers. Tout d'abord, un atelier pratique qui aura lieu le jeudi 2 octobre à 18h,
le rééquilibrage énergétique en 5 étapes selon la méthode de résonance palmaire plantaire du Shutsu. Jeudi 2 à 18 h, atelier pratique. Elle donnera aussi un atelier. Cette fois, ce sera le lundi 6 octobre, toujours à 18 h. Rééquilibrage énergétique Shutsu, méthode de résonance palmaire et plantaire, plan physique, énergétique, émotionnel et approche des troubles et des remèdes. Et vous pourrez aussi la rencontrer, Sandrine Félix, sur le stand de son éditeur, Etche. Ce sera dans le hall B, au stand numéro 2. Il y aura peut-être aussi un jeu sur le Shutsu. On pourra en parler d'ici la fin de cette émission. Et quoi d'autre à vous dire? Le premier séminaire de formation qui aura lieu à Paris, ce sera à Porte d'Italie, le 18 et 19 octobre 2014. Il sera consacré au plan physique. Fin de ce second espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, présentée, animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Sandrine Félix, on allait parler juste avant cette pause des outils que l'on peut, hein, vous l'avez bien précisé, on n'est pas obligé, mais qu'on peut utiliser pour pratiquer le Shutsu. Tout à fait. Alors, le premier outil que l'on peut utiliser, c'est un stylet. Donc, un stylet ou un bâtonnet ou un stylo ou une clé ou ce qu'on a sous la main, hein. C'est une méthode d'urgence, donc l'idée c'est de prendre quelque chose qui permet d'agir sur un point, donc le plus fin possible. Évidemment, pas d'objet tranchant, ça va de soi. À moins qu'on ait des idées bien précises. Mais là, en l'occurrence, on va travailler sur quelque chose qui va pouvoir entrer en résonance pour trouver une zone. Voilà. Donc là, c'est un stylet classique d'acupuncture pour travailler en auriculothérapie, puisqu'il est rétractable. Mais on peut travailler après avec d'autres stylets, hein. On peut travailler aussi avec des stylets en bois. Donc les stylets en bois sont intéressants en ce sens que y a moins de conductivité avec un stylet en bois. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc on peut travailler sur toutes les zones de la main, des pieds, etc. On peut travailler également avec une petite bague, qui est la bague Shutsu, qui, elle, va avoir l'intérêt de pouvoir stimuler tous les doigts. Et surtout, on va pouvoir identifier que ça fait comme des espèces de petites pointes. Alors, on le voit sur la caméra, quand je fais ça, comme ça, on voit que ça fait des espèces de petits trous. C'est bien, ça permet d'apprendre ces points. Donc voilà, ici, on voit effectivement des espèces de petits trous à partir du moment où on a stimulé avec cette bague. Et cette bague, comme vous l'aurez compris, va stimuler toutes les phalanges et ça va permettre d'avoir une action de renforcement de l'énergie après un soin, par exemple. On va pouvoir travailler également avec, lorsqu'on travaille en énergétique, on peut travailler avec des couleurs. Chaque couleur va avoir une fréquence qui lui est propre. Et donc on en a parlé tout à l'heure. On n'a pas tout à fait expliqué ce que font les couleurs, mais par exemple on peut venir un instant. On a encore un petit peu de temps. On a tout le temps. Mieux vaut bien expliquer certains points que de tout expliquer. C'est pas possible en 1h30. Ah bah de toute façon, ça prend du temps. Je pense qu'on sera amené à se revoir, hein. En plus, avec l'actualité, là, ils vont venir, je pense, tester le Shutsu. Alors, oui, les énergies. Donc, la première énergie qui s'exprime au niveau du cycle énergétique, on va avoir le vert. Le vert, on parlait de la vie tout à l'heure, donc c'est ce qui se passe lorsque la vie émerge. Donc c'est la naissance, c'est le printemps. Donc le vert, ça va être le mouvement. C'est une énergie de dynamisation, en même temps une énergie d'équilibre. Après, ces couleurs au niveau du vert, on va les utiliser principalement pour le foie, la vésicule biliaire. Donc c'est tout ce qui, par opposition au cycle énergétique, quand on a en face la Terre c'est l'énergie rate, pancréas, estomac. Donc le foie, la vésicule biliaire, c'est la première énergie, et en face on a rate, pancréas, estomac en opposition. Donc c'est la couleur jaune. Donc quelqu'un qui est en excès sur l'énergie rate, pancréas, estomac, c'est quelqu'un qui fait des kystes, où il y a de la stagnation. Donc on va utiliser automatiquement la couleur verte pour faire bouger. Généralement, c'est quelque chose qui va permettre d'enlever une stagnation de quelque chose dans le corps.
Ensuite de ça, il y a plusieurs manifestations encore dans le corps. Ça va être les manifestations qui ont trait à tout ce qui est au niveau de l'élément feu. Et l'élément feu contient deux expressions. L'expression de la chaleur, ce qui est chaud, ce qui est rouge, et qui représente le cœur et l'intestin grêle, et l'expression de l'ardeur, ce qui va être plutôt orange, et qui correspond au feu, mais qui brûle. Donc je pense notamment à tout ce qui est eczéma, psoriasis, zona, des choses qui brûlent vraiment. Tout ce qui est aussi au niveau du système nerveux. C'est un rapport avec moelle épinière cerveau, ou en médecine traditionnelle chinoise, maître cœur, triple réchauffeur. Maître du cœur étant le maître des émotions, la circulation, et triple réchauffeur étant en rapport avec les trois foyers majeurs, système cardio-respiratoire, digestif et fécondation-élimination. Donc ces couleurs-là vont avoir une possibilité de réguler leurs opposés, toujours pareil, et là on parle bel et bien d'énergétique sur les 6 énergies. Donc la couleur qui est opposée à la couleur rouge du feu, ça va être la couleur marron, qui correspond sur le cycle. Donc c'est soit le marron, soit le blanc. Il y a 2 couleurs pour la sécheresse. Et donc ça correspond en fait au poumon gros intestin. Donc, et ensuite de ça, la couleur qui correspond à l'ardeur, c'est-à-dire la deuxième manifestation de l'élément feu, dans son expression yang absolue, puisque c'est la plus haute énergie, va être en opposition avec l'énergie du froid. Le froid, c'est tout ce qui est contracté, on en a parlé tout à l'heure, avec l'énergie féminine. Donc, si vous voulez, l'énergie féminine du froid correspond vraiment au yin du yin, par opposition au yang du yang, qui va être l'expression de la lumière absolue par l'ardeur. Et donc, l'ardeur, c'est le système nerveux central, et le froid, ça va être le rein et la vessie. Donc, derrière tout ça, il y a des phénomènes réactionnels que l'on va retrouver en termes de symptomatologie, alors sans parler de symptômes, en termes de manifestations, si on préfère, dans le corps. Par exemple, si on va sur le cycle, le premier cycle, par exemple, de la manifestation de l'énergie dans l'émergence, comme on est sur le mouvement, ça peut être des gens qui ont des problèmes de tremblement, ou alors des gens qui ont des problèmes par rapport à l'appareil locomoteur, des gens qui ont un problème de mobilité, un blocage quelque part. Donc souvent, on va avoir à travailler tout ce qui va être au niveau des muscles, des tendons, tout l'appareil tendinomusculaire. Donc ça va être plutôt les segments des membres inférieurs et des membres supérieurs. Et on va avoir à travailler aussi tous les problèmes du foie. Quand on sait que le foie est responsable de 500 fonctions métaboliques et de 175 fonctions énergétiques, autant dire que le foie régit le corps. Donc le foie est vraiment responsable de tout. Et c'est énorme. Il gère aussi en plus le sang, la vie, l'énergie, etc. Donc ensuite, toutes les manifestations qui ont trait au blocage de circulation de cette vie au travers de ce sang qui est mal géré, mal filtré. Alors évidemment, ça vient dans un premier temps des capillaires, mais on a plus une approche au niveau occidental sur les veines et les artères. Donc on va être sur le cœur, intestin grêle. Donc là, on va avoir tous les problèmes de circulation. On va voir tout ce qui a trait au retour veineux, tout ce qui a trait aux problèmes de tachycardie, parce qu'on est sur le cœur. Ensuite, on va avoir la moelle épinière et le cerveau. Moelle épinière cerveau, ça va être tous les problèmes qui ont trait au segment. On est sur les segments bilatéraux, sur tout ce qui est au niveau des latéralités, ou le côté droit, ou le côté gauche, ou les hémicorps, ou les chaînes croisées, comme on l'a dit précédemment. Donc c'est le système nerveux central, c'est aussi les 3 foyers, ça peut être la détoxination, ça peut être tout ce qui est au niveau de la moelle épinière, du cerveau, la concentration, ce genre de choses-là. Ensuite de ça, toutes les manifestations qui ont un rapport avec l'humidité, la manifestation de l'humidité, on l'a dit tout à l'heure, c'est la couleur jaune, et en énergétique, on va l'utiliser pour tous les problèmes rate, pancréas, estomac. Donc c'est les sucres, les graisses, l'assimilation. Donc on est beaucoup sur une notion de terrain. Donc là, on va voir des gens qui vont avoir des blocages, des problèmes de poids. On est beaucoup sur la stagnation de l'énergie,
Parce que en face, on a expliqué précédemment, en face de cette énergie d'humidité, souvent il y a un problème de vent. Donc souvent on a un excès d'humidité et en face on a un manque de vent. C'est un balancier au niveau de l'énergétique. C'est souvent comme cela que ça fonctionne. Pour reprendre, là on vient de donner un exemple au niveau métabolique. Donc quelqu'un qui a un excès de poids, c'est quelqu'un qui a nécessairement un problème de mouvement dans le corps. Et un problème de mouvement lui-même, parce qu'il n'arrive pas forcément à se mouvoir du fait de ce poids. Maintenant, on peut parler aussi de l'aspect émotionnel des choses. Quelqu'un qui est dans l'émotion, parce que chaque énergie est en rapport également avec une émotion, un trait mental et une fonction organique. Donc là, l'émotion qui a trait à l'élément feu dans sa manifestation de chaleur, ça va être la joie. Quelqu'un qui a un manque de joie va nécessairement en face avoir un excès sur l'émotion inverse. En l'occurrence, il s'agit ici du poumon gros intestin, la tristesse. Donc, ça nous permet de comprendre comment les gens en arrivent à des dépressions. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a un blocage d'énergie qui va se polariser. Et pour le coup, il va y avoir une difficulté à rééquilibrer cette énergie pour tous les paramètres qu'on a évoqués précédemment. Et je fais allusion, entre autres, à l'environnement. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait plusieurs grosses lunes cette année, alors que ça existe tous les 100 ans. Et là, il se passe quelque chose. Il y a eu 3 à 4 grosses lunes cette année. C'est comme des pleines lunes, sauf qu'elles sont énormes, ce sont des lunes rousses. Et en fait, la lune va avoir une action sur l'eau, sur les marées énergétiques du reste, puisque la lune, c'est en rapport avec l'énergie féminine. Et souvent, les nuits de pleine lune, c'est là où il y a des périodes de décompensation. C'est là, par exemple, où les femmes vont accoucher. Et c'est là aussi où il va y avoir des passages à l'acte. Pourquoi ? Parce que s'il y a un déséquilibre d'énergie, la lune et cette énergie qui est l'énergie de la stagnation de l'eau, va être un vecteur, un potentialisateur de toutes les énergies dans leur état. Pour peu qu'on soit en excès d'énergie sur le vent, qui est juste en face, ici on va actionner la colère. Donc la colère, et derrière la colère il y a la violence, etc. La colère, souvent c'est que on a une problématique, on n'a pas géré son émotionnel et on a encore moins géré son trait mental. Le trait mental associé à la colère, par exemple, ça va être l'originalité. On est souvent en colère par rapport à quelque chose qui nous pose problème dans la non-acceptation de cela. En fait, l'originalité, c'est aussi le fait d'accepter la différence. En acceptant la différence, on est enclin à se dire que c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Et peu importe, on n'est pas là pour être dans le jugement. Or, nous sommes dans une société de jugement. Et c'est très, très, très compliqué pour nous, occidentaux que nous sommes, de ne pas l'être. Parce que tout nous porte à l'être. On a toujours tendance à dire c'est bien, c'est mal, voilà, à se positionner. On n'a pas nécessairement besoin de le faire. Il suffit simplement d'être dans l'ici et maintenant, de se poser et d'être dans l'expectative, l'acceptation de ce qui est tel que cela est. Une fois qu'on est dans cette observation, ça nous donne tout naturellement accès à la distanciation. Dans la distanciation, on accède au discernement. En étant dans le discernement, on n'est plus dans la peur. On n'est plus aux prises avec l'émotion. On est déjà dans le trait mental. On est déjà dans une certaine forme d'expression de sagesse. Quelqu'un qui n'est plus dans la peur a tout naturellement accédé à la sagesse. Et quelqu'un qui accède à la sagesse, c'est quelqu'un qui est tout naturellement dans une reliance avec son moi intérieur profond et qui est plus enclin à se relier à ses intuitions, à ses perceptions, à ce qu'il est profondément, intimement. Et non pas à ce qui va être en réaction à. On a tendance beaucoup aujourd'hui, de nos jours, à réagir à ceci, à cela, sans être profondément qui nous sommes. On a peur d'être qui nous sommes parce qu'on a peur de quoi ? On a peur du jugement. On a peur de notre différence, on ne l'assume pas. On a peur de notre originalité. On a peur de notre être profond, de cette divinité qui est en nous,
n'ayons pas peur des mots, de cet aspect-là des choses. On nous a retiré le pouvoir en nous disant qu'il fallait se soigner. Et à force de se soigner, on a donné le pouvoir à l'autre qui sait tout, qui connaît tout, et nous, on se laisse soigner, c'est-à-dire on laisse l'autre nier notre moi intérieur profond, puisque soigner, c'est nier le soi. Or, lorsqu'on décide de reprendre le flambeau, de reprendre cette essence sublime et merveilleuse qui est tout au cœur de cet écrin qui nous contient, eh bien, on reprend ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de guérison. Dans la guérison, il y a la gaieté au travers du rire. Le rire, c'est la vie, c'est de cela dont il s'agit. Lorsqu'on est dans cette gaieté, dans cette innocence, c'est l'enfant libre. C'est l'enfant qui n'est pas dans le jugement, qui est dans l'expression de son être profond, qui est dans son authenticité, qui est dans la vérité, qui est dans l'évidence. On cherche toujours à trouver une explication, on cherche toujours à trouver une réponse. Il n'y a pas nécessairement besoin de chercher des réponses. Tout est là, pourquoi vouloir tout expliquer? On n'a pas aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, la capacité d'expliquer. On s'arrête, quand on sait qu'on s'arrête aux cinq sens, mon Dieu, on est bien limité, ne serait-ce que par rapport au sens de la vue. Eh bien, on ne voit que ce que notre organe des sens, bien limité du reste, veut bien nous laisser voir, quand il fonctionne encore du reste. Le fait est, au-delà de cette vision, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ça. Il y a tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui se ressent, tout ce qui se perçoit, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de la perception. Et c'est de cela dont il s'agit. Quand on travaille en énergétique, si on n'a pas cette fibre, si on n'a pas cette envie, ce désir puissant de vouloir absolument se détacher de ce que l'on attend, il ne faut pas être dans une obligation de résultat, il ne faut pas être dans le vouloir. Vouloir, c'est prendre le risque de ne pas avoir. Et donc, de toute façon, en étant trop dans l'avoir, on n'est pas. Il faut faire un choix à un moment donné d'être ou d'avoir, d'accumuler ou de lâcher. Donc c'est de cela dont il s'agit réellement. Et le Shuzu, on peut ne rien avoir. Il suffit simplement d'être dans l'intention juste, dans le geste et dans une dynamique pour faire en sorte de redonner au corps la possibilité de se réguler lui-même. Et pour retourner un petit peu, pour être un peu terre à terre, en fait, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer n'importe quand, à n'importe quel moment, pour justement un événement traumatique, physique, qui nous tombe dessus. On peut pratiquer ça n'importe quand. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs aspects des choses. Et comme on l'a expliqué précédemment, pour les personnes qui seront intéressées, je vous propose de nous rejoindre sur le centre de l'éditeur Etchi sur le Salon Zen. Et là, en fait, nous avons publié quatre jeux et 4 livres qui vont avec, des petits livrets d'accompagnement de ces jeux, qui permettent d'avoir l'accès aux 4 plans. Donc on peut, au niveau physique, agir directement sur les troubles en ayant une compréhension des manifestations, sans pour autant être dans des outils ou autres. Et on peut travailler sur du rééquilibrage en fonction des saisons. On peut travailler au quotidien. On peut travailler à n'importe quel moment. C'est-à-dire, c'est quoi ces jeux exactement? Je ne comprends pas. Alors, ce sont des jeux qui permettent d'avoir des représentations sur le plan physique, sur le niveau 1 en l'occurrence, puisqu'il s'agit du plan physique. Donc, on va pouvoir agir sur les mains, sur les pieds, sur les doigts. Et on va pouvoir, pour le premier jeu, travailler sur un équilibrage énergétique en 5 étapes. Maintenant, l'approche, elle va pouvoir se faire de la manière suivante. On va pouvoir travailler soit en préventif, en se disant, voilà, je suis dans une saison aujourd'hui où c'est la saison de l'automne, donc je vais rééquilibrer les points qui correspondent à l'automne. Donc ça va être en l'occurrence le poumon gros intestin. Ou alors on va se dire, donc chaque saison, on a des manifestations. Donc là, si on reprend la saison de l'automne, c'est poumon gros intestin. D'accord. Maintenant, on peut se dire, là maintenant, il est, on va dire bientôt 19h, je suis dans l'énergie du rein.
Donc, j'ai plutôt envie de renforcer mon énergie du rein parce que je suis dans l'heure du rein. Donc, je peux avoir cette approche-là. Et la troisième approche va être la suivante, en se disant, bah là, finalement, j'ai des problèmes de tendons en ce moment, je me suis foulé la cheville, bah, je vais travailler sur l'énergie du foie de la vésicule biliaire. Voilà. Donc, on a trois approches et on peut travailler donc n'importe quand, mais d'une manière ciblée, en fonction de la manifestation, en fonction de la saison dans laquelle on se positionne et en fonction de l'heure, puisque ce sera des moments précis où ça va agir précisément sur l'énergie en question. Donc quand vous dites jeu, on parle d'un jeu de cartes représentant justement les différents symboles, les différentes routes à suivre, etc. Tout à Mais on ne fait. parle pas d'un jeu, de quelque chose de ludique. C'est un jeu de cartes et en même temps c'est un jeu puisqu'il y a 4 jeux dans cette collection qui permettent de jouer ensemble. C'est un jeu qu'on peut utiliser chez soi en parfaite autonomie. Vous auriez dû l'amener. Tout à fait, n'est-ce pas? Je vous remercie de me l'avoir fait remarquer, très cher. J'ai oublié ce jeu, mais à culpa. Eh bien, ça vous donnera l'occasion de venir le découvrir sur le Salon Zen. Et bien justement, le deuxième jeu, ce sera comment apprendre les trajets des méridiens, donc en énergétique. Le troisième jeu sera sur les trajets au niveau des chakras, comment repérer les chakras, comment rééquilibrer l'émotionnel. Et le quatrième jeu sera le jeu que j'emmène tout le temps, sauf aujourd'hui, sur la méditation. Merci Alexandre. Voilà. En tout cas, ce sont des outils qui sont vraiment très chouettes, hein, qu'on peut utiliser chez soi et qu'on peut utiliser aussi en cours, puisque le principe de ces jeux didactiques, c'est de l'initiation, c'est comment apprendre le Shutsu sur les 4 plans. Et ce sera également le deuxième jour de présentation de chaque module au CERS. Donc le premier module, on est dans la théorie, et le deuxième module, on est dans la pratique. Dans tous les modules, c'est scindé de cette manière-là, où on a la mise en application avec les jeux. Voilà. Et c'est le moment où nous ouvrons le troisième et dernier espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. C'est Sandrine Félix qui a animé aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet, c'est le www.spiral-énergie.fr. C'est au singulier, spiral-énergie.fr. Notez qu'un bilan énergétique est offert aux auditeurs de radio ici et maintenant. Vous retrouverez Sandrine Félix au Salon Zen, salon qui a lieu du 2 au 6 octobre 2014 à l'espace Champéret dans le 17e arrondissement à Paris. Elle sera sur le stand de son éditeur, l'éditeur du jeu de cartes dont nous venons de parler, Etche, E2CE plus exactement. Ce sera dans le hall B au stand numéro 2. Elle donnera aussi 2 ateliers. Un atelier pratique pour commencer qui aura lieu le jeudi 2 octobre à 18h, le rééquilibrage énergétique en 5 étapes selon la méthode de résonance palmaire-plantaire, le Shutsu. Et un atelier qui aura lieu, lui, le lundi 6 octobre à 18h, rééquilibrage énergétique Shutsu, méthode de résonance palmaire et plantaire, plan physique, énergétique, émotionnel, approche des troubles et des remèdes. Ce sera le lundi 6 octobre à 18h. Et puis aussi la formation dont nous parlions il y a quelques instants, la formation premier séminaire le 18 et 19 octobre 2014. Il sera consacré au plan physique et c'est à Paris, à la porte d'Italie. Mais pour retrouver toutes ces informations, il y a le site internet spiral-énergie.fr. Fin de ce troisième et dernier espace promotionnel. Sandrine Félix, nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité pour quelques secondes car nous allons diffuser dans quelques instants l'annonce concernant la conférence qui aura lieu ce soir dans les locaux de la radio. Qu'avez-vous à rajouter pour nos auditeurs? Un petit conseil peut-être pour le début de l'automne Tout à fait. Donc,
En fait, l'idée, c'est de restabiliser les énergies. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait de ne pas hésiter à me contacter. J'offre vraiment un bilan énergétique à tous les auditeurs qui étaient présents ce soir, pour la simple et bonne raison que ça va leur permettre d'identifier précisément où ils en sont. Ça permet d'identifier les zones de force et les zones de faille. Et de pouvoir surtout avoir l'opportunité de rééquilibrer cela, parce que l'on rentre dans des énergies descendantes, comme on l'a appréhendé précédemment. Ce sont les énergies de la Terre. Et là, le corps va pas du tout être enclin à se redynamiser. Même si nous, l'hiver, on va faire du ski et l'été, on va lézarder sur la plage, eh ben, c'est l'inverse. L'hiver, le corps doit normalement se reposer. Il fait son trésor. Et l'été, au contraire, il y a une émergence au niveau des énergies et c'est là que ça doit se redynamiser. Donc, l'idée, pour passer un hiver correct, il faut rééquilibrer ses énergies. Il faut faire en sorte que le corps ait une force suffisante au niveau du rein. Au niveau du rein et de la vessie, c'est le chi, c'est l'énergie de la personne. Et vu qu'on a peu d'ensoleillement et qu'on n'en a pas eu énormément non plus cet été, il faut retravailler sur l'énergie lumineuse qui nous contient. En quantique, nous ne sommes que de la lumière condensée qui plus est. Donc voilà, il faut travailler sur cette énergie-là. Il faut travailler également la respiration, puisque poumon, gros intestin, c'est l'arbre respiratoire. Donc ne pas hésiter à faire des pauses dans la journée et à prendre conscience de faire cette respiration en conscience sur les 3 étages. Donc au niveau du ventre, thorax, épaules. On inspire profondément par le nez, on expire par la bouche. Travailler sur tous les prismes au niveau palmaire, plantaire et digital que vous aurez très prochainement dans tous ces jeux que vous retrouverez dans toutes les bonnes librairies et sur le Salon Zen bien sûr. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et vous avez la prochaine date pour nous retrouver. Tout à fait, la prochaine date, la prochaine émission sera le mercredi 19 novembre. Voilà. À bientôt Sandrine Félix, et puis à tout à l'heure pour tous ceux qui viennent à l'atelier. Merci à tous les auditeurs, merci Alexandre, à très bientôt, au revoir. Sandrine Félix, naturopathe, spécialiste en Chūdzu, pratique coréenne, énergétique, sera présente dans les locaux de la radio pour animer le magazine Santé et Spiritualité ce mercredi 24 septembre. Par la suite, elle vous propose un atelier conférence dans les locaux de la radio qui se trouve, je vous le rappelle, au 8 bis rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro Motte-Piquet-Grenelle ou Duplex. La thématique qu'a choisi d'aborder Sandrine Félix avec vous, le Chūdzu. En quoi cette pratique coréenne, énergétique, peut vous permettre de réharmoniser votre corps, de régler des problèmes d'ordre physique, émotionnel, énergétique. Sandrine vous exposera tout ça lors de cet atelier conférence du mercredi 24 septembre. Une participation de 10 € vous sera demandée qui reviendra à la radio. Je vous rappelle donc, Sandrine Félix, naturopathe, spécialiste en Chūdzu, sera présente ce mercredi 24 septembre de 20h à 22h30 pour un atelier conférence. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet.